passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre. Non, oui, pour moi, oui. De Zineb Souleymani. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Zineb Souleymani et je vous souhaite la bienvenue dans le beau bizarre. Un espace sonore libre et hybride. Un espace qui voyage pour convoquer la rêverie. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard the TGV Linia 9269 to Lausanne. Our train will stop in... Je suis dans un train pour Lausanne, un trajet de plus de 4 heures qui me plonge dans une profonde rêverie. Et quelques souvenirs me reviennent. Je suis arrivée en France en 2004, quelques mots de français par-ci par-là et une ignorance totale de ce que veut dire le spectacle vivant, ni à quoi ressemble un théâtre ou un musée. En devenant très vite bénévole et puis ouvreuse dans le théâtre de la ville où je suis arrivée faire mes études, je fais la rencontre de ceux qui vont devenir des amis d'une vie. Christophe et Bernard sont programmateurs dans ce théâtre. Ils participent à la composition de la saison en allant voir des spectacles ailleurs. Ouvreuse, je vois et revois certains spectacles, souvent avec bonheur. Et je pose mes questions à ceux que j'appelle désormais les garçons. Quelquefois après le spectacle, je reste dîner avec eux et certaines des équipes artistiques invitées. Je suis fascinée par tant de savoir, d'intelligence, de créativité et de passion. Ils sentent ma curiosité et m'amènent de temps à autre dans la région voir d'autres spectacles que ceux qu'ils programment. Un jour, ils me parlent d'un festival qu'il faudrait que je découvre, le pays du théâtre où se retrouvent tous les étés toutes les personnes qui ont été piquées par ce virus génial, le Festival d'Avignon. C'est en été, il fait beau et chaud, c'est le sud, on y entend les cigales et certains soirs le Mistral souffle. La journée, on y boit le pacalo glacé entre deux spectacles et le soir, on met de l'anti-moustique. Et mon premier Avignon est un double séjour avec les CEMEA, une association d'éducation populaire qui organise des stages en lien avec la programmation du festival. C'était 15 jours intenses en 2007 et c'est une première porte qui s'ouvre. D'autres portes ont continué de s'ouvrir au Festival d'Avignon les années qui ont suivi. Des lumières qui s'allument dans ma tête, des émotions fortes et nouvelles vécues face à des œuvres qui continuent pour certaines d'habiter ma mémoire. La découverte du travail de Romeo Castellucci, sa divine comédie et ses images qui hantent, Angelica Lidl et son monde qui danse toujours avec l'abîme chez celui qui regarde. Des années plus tard, des spectateurs convoquent leurs souvenirs du festival dans le spectacle Cour d'honneur de Jérôme Bel, sur le plateau de la Cour d'honneur justement. Et je vois quelques-uns de mes souvenirs prendre corps devant mes yeux. C'était en 2013. Ma boîte à souvenirs déborde et je comprends petit à petit le rôle symbolique, magique, complexe et cathartique de l'art, qui devient désormais ma lanterne. Vous vous demandez pourquoi je vous raconte toute cette histoire. Eh bien, je crois qu'il y a des figures qui nous ouvrent des portes. Parfois, ces figures ne le savent même pas. Quelque chose a lieu sans qu'on le sache, sans qu'elles le sachent. Le Festival d'Avignon a été dirigé pendant ces années-là par le duo Hortense Archambault et Vincent Baudrier. Ces années du Festival d'Avignon marquantes pour moi sont le fruit d'une histoire et d'une vision portée par ces deux directeurs. Aujourd'hui, je rencontre l'un d'eux. Retour sur un riche parcours ponctué par une visite du théâtre de Vidy-Lausanne qu'il dirige désormais. Aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir à mon micro Vincent Baudrier. Il faut que je parle en français alors. Non, tu peux encore suivre. Vincent Baudrier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le beau bizarre. Si vous le voulez bien, je voudrais commencer notre échange en écoutant d'abord un premier montage sonore. Avignon. Ville la plus italienne de France, qui se prend pour la seconde Rome pour son histoire, pour Sienne pour sa collection de primitifs italiens, et Florence pour son goût de l'intrigue. La comparaison laisse, à vrai dire de marbre, les cités italiennes évoquées. Illumine l'actualité par son festival chaque été. Attendu, redouté et espéré comme la mousson. Pour le théâtre, il faut une discipline, il faut aimer, il faut comprendre. Alors, on a déjà de la peine à comprendre la vie. C'est une expression que vous reprenez à votre compte aujourd'hui, cette notion de culture pour tous. Alors, c'est un peu Antoine Vitesse qui avait utilisé cette formule d'élitaire pour tous pour échapper justement à un faux débat. C'est-à-dire qu'en fait, le théâtre s'adresse à chacun, je crois, dans sa sensibilité ou son intellect. Alors, populaire, parfois, ça peut vouloir dire
s'adresser à tout le monde, mais à un bas niveau. En fait, ça n'a jamais été l'ambition de Jean Vilar, qui a toujours voulu s'adresser au plus grand nombre, mais le plus grand nombre, même dans une salle de théâtre, ça fait quand même pas beaucoup de monde, en gardant toujours une référence de qualité, une rigueur dans ses choix. Et moi, je pense que depuis 50 ans, effectivement, le Festival d'Avignon poursuit ce chemin. Archambaud-Drilly. Jeune et apprécié tandem représentant la 4e génération directoriale d'un festival de théâtre populaire, souhaitant atteindre le non public. Devenu festival populaire de théâtre. Sous toutes ses formes. Y compris le non-théâtre. Vous avez reconnu la voix ? Oui, c'était Bernard Favre-Darcier, donc à mon avis pour le 50e anniversaire du Festival d'Avignon, Bernard Favre-Darcier avec qui j'ai travaillé plus d'une dizaine d'années au Festival d'Avignon avant d'en prendre la codirection avec Hortense Archambaud. Alors exactement, l'extrait est un montage fait de la microfiction abécédaire du spectateur avec la voix de Bernard Favre-Darcier, suivi d'un extrait d'interview avec lui qui date de 1996, l'année des 50 ans du Festival d'Avignon, puisque Bernard Favre-Darcier a dirigé entre autres institutions culturelles le Festival d'Avignon. Mais qui était Bernard Favre-Darcier pour vous ? Donc Bernard Favre-Darcier, il a dirigé le festival de 1980 à 1984, donc après avoir succédé à Paul Puot, qui était l'administrateur ou le collaborateur de Jean Vilar. Donc c'est un peu celui qui fait entrer le Festival d'Avignon dans une certaine modernité et ouverture internationale, et surtout qui professionnalise le Festival d'Avignon en emmenant toute une nouvelle génération d'artistes au début des années 80. Et ensuite, il revient à la direction du festival de 1993 à 2003. Avec qui, dans cette période-là où j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec lui, d'abord en tant que responsable des productions, puis adjoint à la direction artistique, avec la capacité de pouvoir commencer à m'initier à ce travail de programmation artistique. Mais pourquoi le théâtre ? Comment, à un moment dans la vie du jeune homme que vous étiez, vous vous êtes dit « je veux travailler auprès des artistes, au service des artistes ». Je crois que le théâtre propose une rencontre entre l'œuvre d'art et la spectatrice, le spectateur, d'une très grande intensité qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres arts. Et moi, je trouvais qu'à cet endroit-là, il y avait des enjeux qui me semblaient importants, qui me touchaient profondément. Et après, voilà, en tant qu'étudiant, avoir essayé un petit peu de la pratique artistique, je me suis senti plus à l'aise à côté, c'est-à-dire dans ce rôle d'accompagnateur des artistes, pour essayer de les accompagner dans leur rêve de création, d'aller le plus loin possible pour leur donner les moyens de leur imagination et de leur désir de création. C'est l'endroit de la production. Et aussi à cet endroit de passeur, de partager des œuvres avec le plus large public possible. Et cet endroit donc de direction artistique d'un festival, comme d'un théâtre aujourd'hui, j'y trouve un grand bonheur dans ce rôle de passeur entre le rêve des artistes et le public. Mais il y a des rencontres un peu déterminantes pour créer cette vocation. Là, je parlais de Bernard Favre-Darcier, mais j'aurais pu aussi citer Alain Crombecq, peut-être. Oui, alors après, ça, c'est le parcours de la vie. C'est une fois qu'on s'est dit que c'était à cet endroit-là que j'avais envie de m'investir, de m'engager. On peut vraiment parler d'un engagement. Après, c'est la chance de la vie avec Gérard Degnaud, administrateur du Festival d'Avignon à l'époque d'Alain Crombecq, et qui m'engage en 1992 pour m'occuper de la production de compagnies indiennes du Mexique et des traditions noires de Cuba et de Venezuela. Donc c'est un programme réalisé un peu en contrepoint du 5e centenaire de ce que certains appellent la découverte de l'Amérique. Et ce contre-anniversaire avait été un programme assez passionnant. J'ai eu la chance d'être engagé au Festival d'Avignon pour m'occuper de monter cette folle aventure humaine qui continue de m'habiter profondément. Vous avez donc été assistant et puis adjoint de Bernard Favre-Darcier pendant plusieurs années, avant de prendre la codirection du Festival d'Avignon avec Hortense Archambaud de 2004 à 2013. Des années de programmation exigeantes, cohérentes, où vous avez tenu à associer un artiste à chaque édition pour construire la programmation dans le dialogue, avec une attention particulière au public et aux professionnels. Est-ce que vous avez conscience que par votre projet, sa constance dans les années qu'il a duré, vous avez ouvert la voie et la vocation à toute une génération d'artistes et de professionnels du secteur? Je sais pas. Ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de réfléchir à ce qu'était le Festival d'Avignon. Il se trouve avant d'en prendre la codirection, une longue expérience du festival faisait que je le connaissais en profondeur dans ses enjeux, dans sa complexité, dans ses difficultés, avec Hortense Archambaud, on travaillait ensemble depuis plusieurs années déjà dans l'équipe de Bernard Favre-Darcier.
Donc avec cette expérience-là, on a essayé d'inventer un projet qui répondait, je crois, ce qui nous semblait juste par rapport à la force, à la puissance symbolique du Festival d'Avignon, qui est un endroit extrêmement regardé, commenté, et que tout acte qui est fait a une forte portée dans le champ du théâtre, que ce soit dans la dimension artistique, que dans sa dimension de sa relation au public, et même dans sa dimension politique, je dirais. Et donc, l'idée d'une codirection, c'était l'idée du partage de la responsabilité, du partage du pouvoir, entre guillemets, qui, à l'époque, était assez innovant. Il y avait peu de codirection et beaucoup nous avaient prédit la catastrophe. Et au contraire, c'était un bonheur immense de partager la direction du festival avec Hortense et avec toute l'équipe, car c'était vraiment un travail d'équipe. Mais ce partage-là, on le retrouvait aussi avec l'idée de l'artiste associé, qui était au cœur du dispositif en tant qu'artiste et pas en tant que programmateur ou en tant que co-directeur. Et c'était plutôt sa pratique, son regard sur le monde, les cultures qui le nourrissent, ses identités, qui allait inspirer un territoire artistique sur lequel nous allions composer avec Hortense une programmation. Donc l'artiste était au cœur, en tant qu'artiste, et c'est ça qui nourrissait chaque édition, l'idée que travailler aussi sur la singularité de l'événement festival, c'est-à-dire c'est un pays, c'est le pays du théâtre où se rendent des spectateurs qui viennent de loin et qui vont passer plusieurs jours au pays du théâtre, plusieurs jours dans un théâtre, et donc ils vont voir plusieurs spectacles dans la journée. Et un peu comme quand on est dans une exposition et que plusieurs tableaux, photos ou œuvres dialoguent dans la même salle, l'idée que plusieurs spectacles allaient dialoguer dans une même journée dans l'expérience du spectateur faisait qu'il y avait l'expérience du spectacle A, il y avait l'expérience du spectacle B, mais il y avait aussi l'expérience du A plus B. Donc l'idée que chaque édition soit reliée par une certaine orientation, inspirée par l'artiste associé, nous permettait de travailler peut-être un peu plus loin cette question de la résonance, et puis ça permettait aussi d'incarner chaque édition, l'artiste ou les artistes associés, parce qu'à partir de notre deuxième mandat, il y avait parfois plusieurs artistes associés, qu'ils incarnent peut-être un champ esthétique, un questionnement, une orientation qui rendait peut-être plus compréhensible les orientations du festival. Et enfin, ça nous permettait d'aller beaucoup plus loin avec les artistes associés, dans le sens où ils étaient au cœur du projet, et donc ça nous permettait d'aller le plus loin possible avec eux. S'il y a un exemple à prendre, c'est celui de la Divine Comédie de Romeo Castellucci. Voilà, un projet un peu fou, et c'est sûr que le fait qu'il soit associé, qu'il soit au cœur de cette édition-là, nous a permis d'aller très loin dans ce rêve incroyable qu'on a vécu avec lui. Mais comment devient-on programmateur, ce métier qui n'a pas d'école ? Comment un regard s'aiguise, se précise et permet de déployer une vision et un projet ? Programmateur, c'est vraiment pas un joli mot. Je parlerais plutôt de direction artistique. Et c'est-à-dire d'essayer de ressentir les enjeux esthétiques, politiques d'une œuvre et d'imaginer comment la partager avec le public. Et de composer, pour moi, une édition d'un festival ou une saison d'un théâtre, c'est une vraie composition avec des œuvres qui vont dialoguer les unes avec les autres, avec des champs esthétiques qui vont s'additionner, se contredire, se frotter, produire une sorte d'énergie artistique. Et donc c'est un vrai travail de composition qui conjugue à la fois une écoute attentive des désirs artistiques des artistes et de se projeter de comment partager ça avec les spectatrices et les spectateurs. Le théâtre de Vidi, il est assez exceptionnel parce qu'il est au bord de l'eau. C'était d'ailleurs un des surnoms du théâtre à l'époque de Mathias Langhoff et de René Gonzalez. C'était Vidi, le théâtre au bord de l'eau. Parce qu'on est au bord de la plage. Parce qu'en 1960, là où est le théâtre aujourd'hui, c'était le lac. Donc on voit là une photo où on était. Le théâtre de Vidi est à peu près à une centaine de mètres dans le lac, à 100 mètres de la rive. En 1964, la ville de Lausanne a organisé une grande exposition nationale, qui est un peu l'équivalent des expositions universelles, mais pour la Suisse, qui ont lieu tous les 30 ans. Et pour installer tous les pavillons de cette grande exposition, ils ont conquis des terres sur le lac. Et Max Bill, donc l'artiste suisse d'art concret, aussi designer et architecte, a construit le pavillon.
éducation et création, dans lequel il y avait un théâtre. Donc tout le pavillon a été démonté après l'exposition, sauf un tout petit bout, qui est le théâtre de Vidi. Donc le théâtre est un vestige de cette grande exposition de 1964, qui était l'entrée de Lausanne dans l'ère moderne et dans la modernité, on va dire. Et le metteur en scène de Lausanne, qui dirigeait le théâtre de Lausanne et qui avait en charge de la programmation du théâtre pendant l'exposition, qui s'appelait Charles Apotello, s'est battu pour sauver le théâtre de Max Bill après l'exposition. Donc c'est un des seuls vestiges de cette exposition. Et donc suite à ça, donc Charles Apotello, le metteur en scène de Lausanne, a déménagé le centre dramatique de Lausanne, qui était là où est l'opéra aujourd'hui, à Vidi, au début des années 70, d'abord comme une salle de répétition, puis après c'est devenu le théâtre de Vidi en 1972, et qui est devenu un centre de création. Et en 1989, la ville de Lausanne, après avoir invité Béjart pour la danse, invite Mathias Langhoff à Lausanne. Et Mathias Langhoff va diriger le théâtre Vidi Lausanne de 89 à 91 et en faire un lieu de création d'une grande modernité, apportant la dramaturgie allemande, une dramaturgie radicale et une dimension internationale. Donc c'est le début de l'ère un peu internationale du théâtre de Vidi Lausanne. Et c'est son collaborateur qui avait été venu pour faire la direction administrative du théâtre, René Gonzalez, qui reste à Vidi et qui en prend la direction pendant près de 24 ans. Et il en fait un grand lieu de création et de production, avec des productions qui sont parties rayonner dans le monde entier, à l'instar des productions de Heiner Goebbels, qui ont joué un peu dans le monde entier et qui ont toutes été produites et créées au théâtre de Vidi. Donc aujourd'hui, moi je suis arrivé à Vidi en septembre 2013, en venant du Festival d'Avignon, et voilà, en voyant l'état du théâtre qui avait été construit à l'origine que pour durer 6 mois. Et moi je suis arrivé au 50e anniversaire du théâtre, et effectivement il était urgent pour des raisons de sécurité, pour des raisons de normes techniques, mais aussi thermiques, écologiques, de rénover le théâtre. Donc on a lancé un grand plan de rénovation qui a commencé par rénover le bar et le foyer la première année, puis construire un théâtre de 250 places qu'on a fait avec le laboratoire Ibois de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Donc une construction très moderne en bois, une nouvelle façon de construire avec du bois par l'architecte Yves Weinand. Donc c'est le pavillon qui permettait de maintenir une activité pendant des travaux plus grands du bâtiment historique, travaux qui ont commencé en septembre 2020 et qui vont s'achever à l'automne 2022. Donc là on est au milieu du gué. Donc on va rénover tout le bâtiment historique de Max Bill et on rajoute une grande salle de répétition qui permettra à Vidi d'être un vrai lieu de création et d'invention du théâtre d'aujourd'hui. En septembre 2013, tout juste après la dernière édition que vous avez co-signée avec Hortense Archambault de la 67e édition du Festival d'Avignon, vous avez remonté le Rhône pour arriver sur les rives du lac Léman, à Lausanne, où vous avez pris la direction du théâtre de Vidi. Et très vite, à votre arrivée, vous avez voulu travailler en réseau dans l'idée de fédérer les autres institutions culturelles de Lausanne et créer ensemble un temps fort, une programmation commune, un festival que vous avez justement nommé Programme commun, loin de ses influences socialistes, ou pas d'ailleurs. Quelle était l'ambition de votre programme commun et que retenez-vous de ces différentes éditions ? Alors, effectivement, le Rhône, pour le moment, marque beaucoup ma vie, parce qu'effectivement, Avignon, Avignon est né avec le Rhône, autour du Rhône. Il se trouve que j'ai habité au milieu du Rhône, sur une île au milieu du Rhône. Et donc, effectivement, voilà. Et là, je me retrouve dans un théâtre au bord de l'eau, au bord du Rhône, car le lac Léman, c'est le Rhône, qui après va à Genève et descend jusqu'à Marseille. Donc, cette eau, ce fleuve est vraiment important et marque ma vie. Alors, tout à l'heure, je parlais de l'idée de partage, partage de la direction du festival avec Hortense, partage avec le ou les artistes associés. Et c'est cette même idée du partage, de travailler ensemble qui m'a animé en reprenant la direction du théâtre de Vidi, en essayant de se mettre ensemble pour mieux accompagner les artistes, pour mieux s'adresser au public. Donc, on l'a fait à différents niveaux, au niveau de Lausanne, au niveau de la Suisse et au niveau européen aussi. Donc au niveau de Lausanne, l'idée, donc quand je suis arrivé à Lausanne, c'était aussi avec un certain regard sur le théâtre et la danse d'aujourd'hui, que de la même manière que je défendais à Avignon, je voulais défendre ces esthétiques contemporaines ici
à Lausanne, qui avait aussi un autre théâtre formidable qui était dirigé à l'époque par Sandrine Kuster, qui s'appelait le Théâtre de l'Arsenic, qui était aussi sur ce champ artistique, et plutôt que d'être dans une concurrence stérile, on s'est plutôt dit, mais travaillons ensemble, inventons quelque chose ensemble, et donc on a inventé ce festival qui s'appelle Programme commun, auquel était aussi associé le théâtre Sévelin 36 de Philippe Serre, en disant, ben voilà, si on se met ensemble, c'est-à-dire chacun est responsable de sa programmation, mais on réfléchit à en faire un temps fort dans chacun de nos théâtres, en travaillant sur des horaires aménagés, en travaillant aussi sur une construction commune, un effort sur la communication envers le public et aussi envers les professionnels du monde entier. On pouvait créer un événement sur 2 semaines qui soit un temps fort de la création contemporaine d'aujourd'hui, qui permettait à la fois de créer de nouveau cet esprit de festival qui permet aux spectatrices, aux spectateurs d'être plus curieux. C'est un peu comme à Avignon, c'est-à-dire qu'on va à Avignon, on va à Programme commun, et on va voir des artistes que l'on connaît, mais on peut aussi, dans cette énergie-là, voir des artistes que l'on ne connaît pas. Donc il y a une idée d'augmenter l'état de curiosité des spectateurs et des spectatrices. Ça, c'est pour le public. Et puis pour les professionnels, c'est si on crée une masse critique suffisante de spectacles dans un temps resserré, on donne de la visibilité à des artistes, avec toujours des artistes plus reconnus, qui permet d'attirer l'attention et donner une certaine force au programme, et des artistes moins connus, et en particulier des artistes de notre territoire, donc d'ici de Suisse romande, mais aussi de Suisse alémanique, pas forcément connus hors de Suisse, et qui permettait aussi de rendre plus visibles les artistes de ce territoire. Et donc ce festival a grandi et a continué de se développer avec le nouveau directeur de l'Arsenic, Patrick Derame, et qui, je crois, on en a fait au fil des 5 premières éditions un événement reconnu au niveau international, et je crois que c'est une chance pour les artistes de Suisse et de notre territoire. Si on parle d'écologie des idées, c'est-à-dire on va assister à des idées qui sont d'une certaine manière qui vont émerger, mais qui vont émerger dans une niche écologique en quelque sorte. Qu'est-ce qui fait qu'une idée peut à un moment donné sortir, contre quoi elle va s'opposer, qu'est-ce qui va la nourrir, et qu'est-ce qui va lui permettre d'une certaine manière de nourrir d'autres scientifiques qui vont reprendre cette idée et en faire quelque chose d'intéressant. Par exemple, il y a toutes les théories sur, donc moi, le travail que j'ai fait, c'est donc d'observer comment les ornithologues ont découvert et ont rendu intéressant la question du territoire chez les oiseaux. Bon, le fait que des oiseaux aient des territoires, c'était quelque chose qu'on savait déjà. On avait observé, il y avait même un adage qui disait jamais vous ne trouverez 2 rossignols dans le même arbre. Mais ça n'a été étudié aussi scientifiquement qu'à partir du fin 19e et surtout début du 20e. Et puis là, il y a une foule d'ornithologues qui vont s'intéresser à cette question et qui vont commencer à comprendre mais pourquoi est-ce que les oiseaux font un territoire? Comment est-ce qu'ils le font? Qu'est-ce que c'est ces disputes incessantes aux frontières, etc. Donc, et on va observer de plus en plus de théories qui vont venir s'ajouter pour essayer de comprendre. Et ce sont des théories qui vont venir s'ajouter non seulement parce qu'on complexifiait le problème, mais parce qu'ils se sont rendus compte que tous les oiseaux n'avaient pas les mêmes problèmes et qu'on ne pouvait pas parler du rouge-gorge de la même manière dont on parlait du bruant des roseaux ou de l'alouette des champs. Et que donc, en fait, c'est pas seulement des théories qui vont s'ajouter, ce sont des manières de faire territoire. Une alouette des champs ne fait pas un même territoire nécessairement qu'un rouge-gorge. Elle a d'autres préoccupations, il y a d'autres enjeux. Et puis, par exemple, à un moment donné, on voit, qu'est-ce qui définit le territoire? C'est, on va dire, la définition qui est adoptée par les ornithologues, c'est n'importe quel lieu défendu. Oui, défendu comment? Alors, il y a des conflits aux frontières, il y a plein de disputes, c'est des bagarres, c'est comme ça d'ailleurs que c'est été repéré. Et puis à un moment, il y a des ornithologues qui vont dire, et ça, c'est là l'écologie des idées, là où on la voit vraiment, pouvoir opérer. Les ornithologues qui vont dire, oui, vous savez, ces bagarres, il n'y a pas beaucoup de blessés. C'est surtout de la frime. Ça crie, ça danse, ça monte des couleurs, ça chante à tue-tête. Et puis, vous avez remarqué que chez de très, très nombreux oiseaux, il y a beau avoir plein de bagarres aux frontières, les frontières, elles bougent pas. Donc ça veut dire que c'est des bagarres, elles n'ont pas de résultat. Pourquoi est-ce qu'un oiseau va-t-il en embêter un autre si de toute façon, il va rien y gagner? Et même s'il le sait pas au début, après quelques expériences, ils sont quand même pas idiots, il va finir par apprendre que ça sert à rien. Donc, ces conflits, c'est autre chose. Et une fois que les ornithologues commencent à dire ce genre de choses, ils se disent, et quel pourrait être l'intérêt alors de se rencontrer aux frontières et de faire tous ces simulacres? Et si, par exemple, c'était des exhibitions, du bluff, une manière d'entrer en relation avec les autres sur le mode à la fois du voisinage et de l'amitié et de la rivalité. On se connaît bien, on fréquente les mêmes frontières puisqu'on est voisins. Et là, vous avez une vraie écologie des idées. Ça veut dire que vous pouvez observer qu'une fois qu'ils laissent tomber la question de l'agressivité, les ornithologues, une fois qu'ils laissent tomber la question de la compétition, qu'ils disent, bon, ben, c'est peut-être pas ça l'enjeu du truc, puisque de toute façon, ça sert pas à grand chose, ces conflits-là. En tout cas, c'est pas très productif.
une fois qu'ils acceptent de laisser tomber des idées qui sont parfois des idées qui viennent un peu trop souvent dans la tête des scientifiques, il y a de la compétition, la sélection naturelle a quand même joué là-dessus, il y a de l'agressivité, etc. Et une fois qu'ils disent, mais peut-être que c'est pas ça, on voit émerger des hypothèses beaucoup plus riches et beaucoup plus intéressantes. Et c'est ça que j'appellerais, peut-être avec Stéphane Durand, une écologie des idées, c'est-à-dire comment des idées naissent, comment elles nourrissent d'autres idées et comment le monde se complexifie grâce à ces idées bien plus nourries. Un extrait de la pensée et de la voix de la philosophe Vinciane Després, intellectuelle associée au Théâtre de Vidy, notamment dans le cadre du séminaire Imaginaire des futurs possibles, et qui me permet de poser la question de la place de la pensée dans votre projet. Le Théâtre de Vidy, qui produit et diffuse des spectacles, ne peut donc pas se penser sans les apports des sciences sociales. Elle répond à quel besoin cette présence de la pensée qui irrigue toute la programmation ? Moi, j'aime énormément Vinciane Després, c'est une femme et une penseuse extraordinaire, et le concept d'écologie des idées, je trouvais très pertinent, tout comme le concept de frontières dont elle a parlé au sujet des oiseaux. La création artistique sont des façons de penser, de façon sensible le monde, de penser les questions qui occupent le monde aujourd'hui. Et je crois que depuis l'origine grecque du théâtre, cette dimension de la création artistique, moi, me semble très importante. À Avignon, nous avions imaginé au cœur de la programmation le théâtre des idées, avec Nicolas Truong, où chaque édition, une dizaine de grands philosophes venaient faire résonner des questions qui émergeaient de la programmation. Et à Vidy, on a continué de faire, avec Éric Vautrin, le dramaturge du Théâtre de Vidy, le théâtre comme un espace aussi où peuvent se rencontrer les artistes et les penseurs, où les œuvres présentées sur les plateaux peuvent résonner avec des penseurs de la philosophie, de la politique, de l'écologie, et que c'est à ça qu'on invite les spectateurs. C'est un endroit pour penser autrement et de façon sensible le monde dans lequel on vit. C'est à cela qu'on vit les spectatrices et les spectateurs. Donc ça me semble très important. Donc, par exemple, le cycle Imaginaire des futurs possibles est un cycle qui à la fois faisait se rencontrer sur plusieurs rendez-vous dans l'année, des artistes proches de Vidy, des chercheurs liés à l'université de Lausanne, qui seraient rencontrés autour d'un philosophe ou de plusieurs philosophes toute l'année, avant de produire des petites formes nourries par tous ces dialogues et tous ces échanges. La première édition, c'était Dominique Bou, le philosophe de l'écologie. La deuxième édition, la saison dernière, c'était Vinciane Després. Et à chaque fois avec une dimension aussi ouverte au public. Chaque rendez-vous donnait aussi l'occasion d'un rendez-vous avec le public, donc toujours c'est important d'associer les spectateurs et les spectatrices à ces rendez-vous-là. Et cette nouvelle saison, c'est l'artiste Faustin Ligné-Coula de Kisangani, donc qui vient du Congo RDC, qui va porter ce séminaire-là pour essayer aussi de penser ces questions, et notamment les questions d'écologie, de durabilité, depuis ailleurs que de la Suisse et que de l'Europe. Le spectacle vivant, c'est notamment réunir ensemble dans un même espace et pour une expérience commune des spectateurs et des spectatrices. Et pendant les périodes de confinement que nous avons tous et toutes vécues de part et d'autre du Rhône, à Vidy, vous avez fait le choix de continuer à proposer une offre de contenu accessible en ligne à votre public. Pourquoi était-ce important pour vous de maintenir ce lien même numérique, et elle était faite de quoi cette offre ? Nous avons traversé une épreuve inédite ces derniers mois, depuis le début de l'année 2020, depuis mars 2020, qui est cette pandémie, et auquel les politiques sanitaires, pour y répondre, nous ont confinés plus ou moins selon les périodes. Et nous, on a... Le théâtre de Vidy est un théâtre subventionné, c'est un théâtre qui reçoit de l'argent public, donc il a une mission de service public, de produire des œuvres et de le partager avec le public. Et pour nous, pour toute l'équipe du théâtre, il était important que cette mission, elle continuait. Il se trouve qu'on a continué de toucher nos subventions, donc on était vraiment redevable de continuer ce travail, de produire des œuvres et de les partager. De la manière qu'il était possible de faire. C'est-à-dire que lors du premier confinement, ici à Lausanne, même le théâtre était fermé, on ne pouvait plus travailler sur le site. Et donc, la seule moyen de se relier aux artistes et aux spectatrices et aux spectateurs, c'était de partager
des œuvres, des contenus, des rencontres à travers le numérique, en ligne. Donc ça a été partager des œuvres majeures d'artistes qui marquent le théâtre de vidéo aujourd'hui, mais des œuvres qui datent du passé. Donc c'était plutôt essayer de créer une école de spectateurs. Le spectacle visionné en ligne n'est pas l'œuvre de théâtre, mais c'est une trace, c'est une mémoire du spectacle qui quand même permet d'appréhender un univers artistique. Donc quand on a partagé des œuvres de Romeo Castellucci, de Boris Charmatz, de Thomas Ostermayer, qui sont des artistes qui viennent à Vidi aujourd'hui, mais des œuvres du passé, notamment celles qu'ils ont créées au Festival d'Avignon, c'était une façon de créer cette école des spectateurs, leur donner le temps et la chance de découvrir des œuvres du passé des œuvres qui n'existent plus aujourd'hui. C'était aussi, pour certains artistes, de tenter des expériences. Donc je pense à Simon Sen, qui devait créer Biarrielef au Festival Programme Commun de mars 2020, et qui a la pièce traitée du rapport au numérique, justement. Et donc, il nous a proposé de jouer plusieurs fois le spectacle sur Zoom, en réunissant chaque soir une 50aine de spectatrices et de spectateurs pour une représentation. Et on ne savait pas très bien ce que ça allait donner, mais le soir de la première, on s'est dit quelque chose du théâtre avait eu lieu. C'est-à-dire qu'il y avait une 50aine de personnes qui venaient de Lausanne, de Genève, mais aussi, je me rappelle, de Saint-Pétersbourg, et il y avait un autre spectateur qui était du Michigan aux États-Unis. On s'est tous retrouvés dans cette salle Zoom face à Simon Sen, qui a fait une version particulière de ce spectacle. À la fin, il y a eu un échange, comme dans le spectacle en live, avec Simon et Ariel, qui intervenaient déjà en ligne dans le spectacle. Et à la fin du spectacle, on s'est dit, mais quelque chose était advenu. Il y avait une communauté d'humains ensemble, au présent, qui ont partagé une œuvre d'art et qui ont échangé quelque chose aussi après la représentation. Donc ce n'était pas tout à fait du théâtre, mais quelque chose du théâtre avait eu lieu. Donc ça avait été une expérience assez formidable. Et puis après, et ça a été peut-être la façon dont on a réagi à cette première période où on était très confinés, où le théâtre a été touché de plein fouet, parce qu'il empêchait l'essence même du théâtre, c'est-à-dire se retrouver ensemble, comme vous l'avez dit, entre êtres vivants sur la scène et dans la salle, le temps de la représentation. Et ensuite, on a réagi autrement, à chaque fois en essayant de s'infiltrer dans toutes les possibilités que l'on avait de créer, comme par exemple quand on a appris je crois que c'était en avril 2020 que le 8 juin, les musées allaient réouvrir en Suisse. On s'est dit avec l'équipe, on va réouvrir comme un musée. On ne savait pas encore quoi faire, et tout d'un coup, Stéphane Kegui, l'artiste de Rimini Protocol, est venu à Lausanne, qui crée beaucoup de spectacles ici à Lausanne. Il a visité le théâtre vide et fermé pendant le confinement. Il a eu une idée d'organiser une visite du théâtre où on rencontrerait tous les fantômes du théâtre et tous les métiers du théâtre, dans ce théâtre abandonné par les artistes, par les équipes techniques et par les spectateurs. Et ça a été l'occasion d'une création qui s'appelait Boîte Noire, et qui était un spectateur l'un après l'autre, un départ toutes les 5 minutes, faisait un parcours de 2 heures dans le théâtre et rencontrait avec tout un travail sonore extrêmement subtil, les voix des personnes qui habitaient ce théâtre, que ce soit les techniciens en électricité, comme la costumière, comme une actrice sur le plateau, comme le metteur en scène, comme des spectateurs et des spectatrices, avec énormément d'effets sonores, d'effets visuels, de machinerie qui faisaient qu'il y avait comme un théâtre habité par ces fantômes, était visité par des spectateurs. Ça a été un spectacle assez extraordinaire. On a joué très longtemps, on a accueilli près de 2000 spectateurs, et c'était une réponse adapté au temps présent, et avec aussi cette situation extraordinaire nous a appris aussi une chose, c'est un spectacle qui s'est créé en réaction à la situation, qui était une situation particulière. On sortait du premier confinement et le théâtre allait être totalement vidé et démonté pour les travaux. Donc pendant 2 ans, il allait être fermé, et Stéphane Kegui a saisi quelque chose de ce moment, et effectivement, il en a fait un immense hommage au théâtre de Vidi, mais plus largement un immense hommage au théâtre, et beaucoup de spectateurs sortaient en larmes de cette d'émotion de cette visite
théâtralisé qui s'appelait Boîte Noire. Voilà, c'est une autre façon de réagir à la pandémie. Et du coup, il y a aussi la particularité que tout n'est pas sous un même bâtiment. Enfin, il y a aussi des annexes, une circulation comme ça, effectivement, avec la nature autour. L'originalité du Théâtre de Vidy, c'est que c'est pas du tout un bâtiment imposant. C'est plusieurs bâtiments. C'est-à-dire que une des petites salles qui aujourd'hui s'appelle la salle René Gonzalez a été construite par un autre architecte encore qui s'appelle Lucher dans les années 90. Et donc on a un bâtiment historique avec une grande cour qui donne sur le lac qui est sur la plage. On a un pavillon en bois qui est au nord du bâtiment et à l'ouest on a une salle d'une centaine de places. Et donc le public circule entre ces différents bâtiments un petit peu satellitaires, ce qui fait que ce théâtre qui est un équipement assez conséquent reste à taille humaine et reste totalement intégré dans son paysage, dans la nature. Et ce que vous avez commenté là, en fait, ce sont des panneaux que vous avez installés au dos de la baraka, ce bâtiment un peu temporaire qui sert de bureau pour vous et pour l'équipe. Et c'est important pour vous, du coup, de laisser voir un peu les étapes importantes de l'histoire de ce théâtre, comme ça à vue. C'est de raconter aux passants, comme on est une zone... on est sur la plage de Vidy, c'est la grande plage publique de Lausanne. Beaucoup de monde vient, dès qu'il fait beau, se promener ici. Et c'était de raconter cette métamorphose permanente du théâtre de Vidy, que ce soit sur le plan architectural, comme sur le plan esthétique, entre les premiers spectacles de Charles Apotello ici et les nouvelles créations des artistes qui habitent le théâtre de Vidy aujourd'hui. Donc c'est un peu de raconter cette double métamorphose architecturale et esthétique sur près de 60 ans maintenant. L'art d'aujourd'hui, il doit prendre en compte, à mon avis, l'écologie, d'une manière ou d'une autre. Ça, chaque artiste doit inventer comment. Mais je pense que pas, c'est ce que je dis quand j'enseigne ou des choses comme ça. Je leur dis, surtout aux jeunes gens, évidemment, je leur dis, écoutez, là, vous devez prendre ça en compte maintenant. Vous ne pouvez pas ne pas laisser de côté cette chose-là. C'est un nouveau paradigme qu'il faut intégrer dans la grille, dans la manière de faire de l'art qui a changé. On peut pas faire de l'art comme au XIXe siècle, évidemment, ça n'a aucun intérêt. Donc tout geste artistique prend en compte l'histoire. Donc, moi, ce que j'aimerais pour l'art, c'est qu'il continue à travailler sa singularité, mais vraiment, je le redis encore, qu'il prenne en compte et qu'il n'aille pas contre qui produisent du CO2 et qui ne réfléchissent pas aux conséquences écologiques du spectacle, du film, de l'œuvre qu'il fait. Ça me semble... moi, c'est ça que je préconise, disons. Je préconise à mes collègues. Donc moi, par exemple, j'ai une compagnie qui est reconnue internationalement. Et donc, au bout d'un moment, ça m'a gêné de prendre l'avion. Donc, j'ai décidé de ne plus prendre l'avion, ce qui a posé beaucoup de problèmes, évidemment. Et cependant, mais j'ai quand même réagi en inventant des manières de travailler sans mon déplacement ou le déplacement de mes confrères et consoeurs. Et j'ai mis en place des manières de travailler par visioconférence, des choses comme ça. Or, le confinement est arrivé, et donc tout le monde... Ouais. Moi, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie, c'était la même chose, j'étais devant mon ordinateur, à part que là, je me suis aperçu quand même que le soir, je sortais, j'allais au théâtre, j'allais dans les musées, et là, je ne le faisais plus, donc ça a été quand même pas très agréable. Et en fait, je pouvais supporter la visioconférence que parce que le soir, j'avais des contacts la vraie vie. avec d'autres humains et humaines. Justement, la pandémie, par les différents confinements qu'elle a imposés, a mis à l'arrêt l'activité mondiale et notamment la circulation des personnes et des œuvres, mais elle a surtout accéléré une réflexion sur les pratiques et les logiques de tournée des spectacles, avec le souci de limiter l'empreinte carbone de cette activité, un souci partagé par certains artistes qui l'intègrent même à leur processus de création.
On vient de l'entendre, en France par exemple, le chorégraphe Jérôme Bel ne prend plus l'avion, ni lui ni ses équipes, et réfléchit pour chaque projet à un dispositif de création à distance quand cela est impossible autrement. Et il me semble que cette réflexion, vous la menez également à Vidi depuis quelques temps, avec Jérôme Bel, mais aussi avec l'artiste britannique Katie Mitchell. Comment elle se traduit à la fois dans votre activité de production et de tournée, et dans la programmation que vous avez nommée aussi Théâtre durable ? Alors, la question de l'avenir de notre planète, la question de l'écologie, de la durabilité, certains artistes en parlent beaucoup depuis de nombreuses années. En 2012, j'avais invité Katie Mitchell au Festival d'Avignon où elle avait fait un spectacle 10 milliards où un scientifique annonçait la catastrophe de façon très claire et objective, la catastrophe à venir, où un artiste comme Frédéric Ferrer travaille sur cette question depuis très longtemps. Et c'est sûr que la pandémie a accéléré ces réflexions sur peut-être comment changer certains paradigmes, certaines méthodes de produire, de créer, de tourner, de se relier au public. C'est un peu au cœur du sujet du séminaire des imaginaires des futurs possibles qu'on a créé avec Dominique Bourg. Et c'est au cœur de la réflexion du théâtre de Vidi sur son futur, une réflexion qui est peut-être aussi accentuée au moment où on fait des travaux, où on rénove un théâtre. Et si la rénovation du théâtre se passe bien, on peut imaginer que c'est un théâtre qui va durer une 50aine d'années. Et donc ça veut dire quoi ? Du théâtre dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Donc ces questions-là sont au cœur de la réflexion du projet qu'on mène avec toute l'équipe ici. Dans ce cadre-là, on a imaginé un projet qu'on a appelé Théâtre durable, point d'interrogation, dans un dialogue qui a commencé par Katie Mitchell, à qui on avait dit commander un nouveau spectacle sur la question de l'écologie et de la durabilité. Très vite, on y a associé Jérôme Bel, qui, comme Katie Mitchell, a décidé depuis de nombreuses années de ne plus voyager en avion. On a associé aussi l'Université de Lausanne, qui est un centre de durabilité extrêmement compétent, avec beaucoup de chercheurs et de chercheuses en particulier, très en pointe sur ces questions-là. Et on a essayé de réfléchir, mais c'est quoi un théâtre durable ? C'est quoi un spectacle durable ? Donc pour moi, la durabilité, c'est à la fois comment créer un monde qui soit vivable, respirable, désirable pour l'ensemble des vivants de la planète. Et c'est un monde qui est aussi responsable et qui déploie son activité dans la limite de ses ressources et dans les limites de l'impact écologique acceptable pour la planète, mais aussi qui garantit un minimum social, un minimum éthique, et j'ajouterai un minimum culturel pour chacun et chacune, et qui garantissent aussi la capacité de maintenir et de créer un dialogue entre les cultures, entre les continents, entre les habitants des différentes régions de ce monde. Donc tout ça ne va pas de soi. Il y a des enjeux contradictoires dans cela, mais c'est ça qui me semble essentiel, et c'est peut-être à cet endroit-là que l'art, que la culture et que les arts de la scène, qu'on appelle art vivant, et je crois que le mot vivant, il est très important sur ces questions-là, a quelque chose à faire. Donc, en particulier, dans ce projet de théâtre durable avec Katie Mitchell et Jérôme Bel, et l'Université de Lausanne, on a réfléchi à essayer de produire un spectacle qui soit exemplaire sur le plan de la durabilité, dans son processus de création, dans son contenu, et aussi dans sa capacité à voyager et à tourner dans d'autres villes, dans d'autres pays. Et pour cela, on a s'est créé autour de ce projet-là un réseau européen qui s'appelle Théâtre en Transition, qui est porté par le Théâtre de Liège et qui rassemble une douzaine de théâtres de toute l'Union européenne, plus nous, Vidi, qui ne sommes pas dans l'Union européenne, et aussi Taïwan, ce qui permet aussi d'élargir cette question-là. Et donc on a fait un exercice pratique, et c'est souvent par la pratique et par un processus de création artistique qu'on a inventé ce projet de théâtre durable. Le premier chapitre est la pièce qui s'est créée à Vidi de Katie Mitchell, qui est une pièce pour les vivantes en temps d'extinction, où effectivement c'est une autrice américaine, Miranda Rose Hall, qui a écrit une pièce qui traite de comment affronter l'effroi posé par la destruction de notre environnement, de la biodiversité, et au rythme de toutes les grandes extinctions qu'ont connues la planète et l'humanité. Mais aussi dans le processus de création, où c'est un spectacle qui est quasiment autonome en énergie. Donc on a réfléchi avec les équipes techniques de Vidi à comment rendre le spectacle autonome de l'énergie du théâtre, donc avec des cyclistes qui produisent de l'énergie pour la lumière, pour le son, et voire même pour la vidéo.
Et enfin, on a inventé un processus de tournée qui permet, donc une fois que Katie Mitchell a dirigé le spectacle depuis Londres par Zoom, le spectacle était créé avec des artistes et des équipes techniques locales. Il donnera lieu à un script, à une partition, pour reprendre une expression plus utilisée dans la chorégraphie, et ce script sera remonté par des équipes locales dans les 13 théâtres du réseau Théâtre en Transition. Donc là aussi, c'est l'idée de comment faire circuler une œuvre sans voyage ni transport. Donc c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre sera créé par Jérôme Bell, et on imagine déjà d'autres nouveaux chapitres par la suite, avec peut-être des artistes aussi qui vivent sur d'autres continents et qui pourraient créer des œuvres chez eux, et nous on reprendrait ces œuvres ici en Europe avec ce processus de circulation un petit peu particulier. Alors ce n'est en rien un modèle, mais c'est plutôt une expérience sur laquelle on apprend et qui nous permet de nous poser énormément de questions sur le plan énergétique, sur le plan technique, mais même aussi sur le processus de création artistique, sur la place de l'artiste, quel est le statut du metteur en scène qui ne voyage pas avec son œuvre, si son œuvre est reprise par un autre metteur en scène. Donc ça ouvre un champ de questions très large et vraiment, vraiment passionnant. C'est une équation aussi qui permet de garder la présence nécessaire d'artistes internationaux dans la programmation ? Alors ensuite, si on raisonne au niveau de l'ensemble d'une saison, la question est toujours de raisonner, on va dire, de façon globale. C'est-à-dire que à l'instar où chaque saison est contrainte par un budget financier, donc il y a des spectacles qui coûtent cher, des spectacles qui coûtent moins cher, et l'ensemble doit rester dans la limite budgétaire du théâtre. On peut appliquer le même raisonnement sur le plan de l'écologie et notamment de l'impact carbone. Et donc produire des spectacles qui ont très faible impact carbone permet de faire certains choix pour garder la capacité de faire venir des artistes de plus loin, pour garder ce contact avec d'autres façons de regarder le monde, de penser le monde, parce que la résolution de la durabilité de notre planète ne peut passer que par un dialogue entre des territoires différents, entre des cultures différentes. Donc c'est pour cela que l'ouverture de saison à Vidi s'est faite aussi en invitant ce projet Trio, porté par la compagnie de la Fleur, de Monika Gintersdorfer et de Franck Yao, donc une compagnie mi-européenne, mi-ivoirienne. Et cette création en particulier traitait de la nécessité aussi du dialogue interculturel avec 3 danseurs, un danseur d'Abidjan, ordinateur, un danseur qui était un danseur de coupé-décalé, un danseur de Mexico, Carlos Martinez, et un danseur de voguing de New York, Alex Mugler. Et l'idée de comment créer ensemble un langage commun quand on ne parle pas la même langue, quand on n'a pas la même culture de danse et on ne vit pas sur le même territoire. Pour cela, on a fait venir ces artistes en avion, mais on a essayé d'amortir au maximum, d'optimiser au maximum leur présence. Donc la création a eu lieu sur un temps long à Vidi. La création s'est faite dans un autre festival à Zurich, puis après à Vidi pour optimiser leur séjour et organiser une tournée la plus cohérente possible et qui puisse être partagée le plus possible sur le territoire européen. Voilà. Et ces 2 spectacles en regard, la pièce de Katie Mitchell dans le cycle Théâtre du rap, point d'interrogation, et la pièce Trio de la compagnie La Fleur de Monika Gintersdorfer. Voilà. C'est l'idée de poser, dès l'ouverture de saison, cette complexe équation sur changer nos pratiques pour avoir des pratiques plus durables et garder l'ouverture au monde. Le théâtre de Vidi, ce jeune homme âgé de 57 ans, est le fruit d'une exposition nationale de 1964, dessinée par l'artiste Max Bill. Aujourd'hui, le bâtiment subit des travaux nécessaires de mise aux normes. Comment un projet de rénovation peut être au service d'un projet artistique, en prise avec des questions d'époque, notamment écologiques et sociales ? Alors, c'est une question effectivement complexe. Quand je suis arrivé en septembre 2013, on fêtait les 50 ans du théâtre. J'avais créé d'ailleurs une exposition qui célébrait un peu les 2 grands-pères. Alors, je ne sais pas si c'est un jeune homme ou une jeune femme, ce théâtre, hein, on me pourrait poser la question. Mais les 2 grands-pères du théâtre, qui étaient Max Bill, l'artiste, designer, architecte qui avait conçu le bâtiment, et Charles Apotello, metteur en scène du théâtre de Lausanne à l'époque, et qui s'est battu pour sauver une petite partie du bâtiment où était situé le théâtre, qui est devenu par la suite le théâtre de Vidi. Donc là, l'exercice de rénovation d'un théâtre, donc rénovation et extension du théâtre, est un exercice complexe, parce qu'à la fois il faut
rénover, donc sauver un patrimoine. Sauf que ce bâtiment est un des seuls grands bâtiments construits par Max Bill en Suisse. Et comment cet héritage-là, de cet artiste et architecte, puisse perdurer dans le temps. Et en même temps, faire que ce bâtiment de l'exposition de 1964, qui est devenu entre-temps un grand théâtre de création au rayonnement international, puisse perdurer comme un endroit de création, d'invention, en capacité à accueillir les artistes d'aujourd'hui. Donc il y a une équation, il y a quelque part des compromis, donc on ne peut pas changer radicalement pour essayer de penser un théâtre totalement nouveau, parce qu'il fallait restaurer, donc garder quelque chose d'une façon de faire du XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle. Je pense notamment au rapport scène-salle, au rapport au gradin. Peut-être aujourd'hui, on pourrait imaginer un théâtre sans gradin fixe pour être plus polyvalent, mais là, voilà, dans l'esprit de rénovation, on a gardé ce gradin. Par contre, on fait une salle de répétition avec une grande fenêtre ouverte sur la nature et qui va nous permettre de continuer d'inventer le théâtre d'aujourd'hui. Gagner une salle de répétition va nous permettre de pouvoir privilégier une des petites salles du théâtre pour faire plus de travail, d'ateliers, de workshops, mais aussi de débats, de rencontres, pour peut-être déployer encore plus la place de la pensée et de l'échange dans le théâtre, qui est pour moi une dimension très importante. On a agrandi un petit peu le foyer tout en gardant son ouverture extraordinaire vers le lac, vers la plage de Vidi. Mais on a agrandi un peu le foyer, car pour moi le foyer est un endroit essentiel du théâtre. C'est là où on vient partager l'expérience de l'œuvre. Donc pour moi le théâtre, c'est ce moment très intense de l'expérience de l'œuvre qu'on vit de manière collective, mais qu'on ressent de façon individuelle. Et c'est dans le foyer, sur la terrasse du théâtre, au bord de l'eau, avec un verre, qu'on va partager cette expérience-là. Tout ça dans une architecture, et c'est là, je crois, le génie de Max Bill, c'est une architecture à taille humaine. Donc le bâtiment n'est pas imposant, la culture n'est pas imposante, il n'y a pas de marche pour rentrer dans le théâtre de Vidi, tout est de plein pied. Du côté nord, quand on arrive du centre-ville de Lausanne, et du côté sud, quand on va sur la plage de Vidi. Donc toutes ces dimensions-là sont pour moi essentielles sur comment on imagine un théâtre le plus ouvert possible sur la société, que la société aussi s'empare de ce théâtre, que les associations militantes, que dans différents registres puissent s'approprier le théâtre et que la population la plus diverse possible puisse s'approprier aussi cet outil public qui est le théâtre. Donc il ne doit absolument pas être un monument refermé sur lui-même, mais avoir toutes les portes ouvertes pour que toutes et tous puissent s'approprier. Et c'est la démarche dans laquelle est inscrit le projet de Vidi d'aujourd'hui et de demain. Justement, la mission du théâtre public reste associée à une certaine idée de la démocratisation de l'accès à la culture. Or, la reprise de l'activité des théâtres en juin dernier ne s'est pas traduite par une ruée du public dans les salles. Aussi, le pass sanitaire obligatoire à l'entrée des théâtres depuis cette rentrée impose une forme de tri. Comment travaillez-vous autour de la contrainte et du contexte pour continuer à attirer un public curieux et passionné, mais aussi un public nouveau ? On vit une période inédite, donc les confinements à différents et les mesures pour avoir accès aux lieux, et notamment aux lieux culturels, ont évolué, mais toujours avec certaines contraintes depuis mars 2020, ce qui est déjà une période assez longue. Quand les théâtres ont réouvert ici en Suisse en avril 2021, il y a eu une forte demande. Je me rappelle, on a réouvert avec la nouvelle création de l'artiste suisse-allemand Tom Lutz, puis on a eu la première de L'étang de Gisèle Vienne, le texte de Robert Walzer avec notamment Adèle Haenel. Donc il y a eu une très forte demande du public et malheureusement nos jauges étaient très limitées, à une 50aine de personnes. Donc tous les soirs on refusait énormément de monde et je crois cet engouement auquel on ne pouvait pas répondre parce que nos jauges étaient limitées a abîmé un petit peu le lien au public. Et puis aujourd'hui, effectivement, on le voit dans les cinémas, on le voit dans les théâtres, en France comme en Suisse, où la réponse est plus la réponse du public aux abonnements, aux premières propositions des saisons, est moins important que par le passé. On parle d'une trentaine de pourcents de réponses de fréquentation en moins. On va le voir dans la durée si ça se confirme. Mais ce qui est sûr, c'est que les comportements
ont changé. Le rapport à la réservation, par exemple, prendre un abonnement, réserver un spectacle pour dans plusieurs semaines ou dans plusieurs mois, je crois que, vu l'instabilité des règles de vie sociale qu'on a connues depuis 1 an et demi, fait que je crois qu'on va moins se projeter dans l'avenir, donc on va moins réserver. Par contre, on va être plus réactif. Les spectatrices vont être plus réactifs à, voilà, j'ai une soirée de libre, qu'est-ce que je fais ? Je vais au cinéma, je vais au théâtre, qu'est-ce que je vais voir ? Donc à nous de trouver les moyens de raconter les enjeux de nos projets, les enjeux des œuvres que l'on présente, pour qu'elles soient présentes dans l'air au moment où les personnes vont se décider à aller voir un spectacle. Je pense que les générations ont été impactées différemment par ces confinements. Les personnes âgées, on leur a dit de se protéger, de rester chez elles. Les jeunes ont vraiment été empêchés de vivre leur jeunesse. Les adolescents ou les jeunes adultes, c'est des années vraiment intenses où on découvre le monde, on découvre la vie, on découvre l'amour, on découvre... et que ça a été très empêché par les différents confinements. Donc je pense qu'il va falloir répondre à cette jeunesse en disant qu'on est des lieux vivants, des lieux où on peut... où là, l'expérience du théâtre peut être joyeuse, peut être pleine de vie, et c'est ça qu'on va devoir raconter et leur raconter. Donc c'est sûr que des comportements nouveaux vont apparaître et on doit les écouter et y répondre pour continuer d'être ce lieu où on partage des œuvres sensibles, où on partage des œuvres qui font réfléchir, mais aussi qui sont surtout des moments de vie très, très intenses. Donc l'analyse de cette situation nous engage pour savoir comment on continue de partager les œuvres d'art dans le futur. C'est un moment compliqué, c'était un moment très dur socialement, où beaucoup d'artistes et de métiers de la culture ont été très précarisés. Et en même temps, c'est un moment passionnant parce que cette question de comment se relier les uns aux autres, c'est la question centrale du théâtre. Donc on est au cœur de la réflexion et à nous, au théâtre et aux artistes, d'y répondre. Une dernière question peut-être qui ouvre sur l'avenir. Vous êtes à la tête de Vidi Lausanne depuis bientôt 8 ans. Un lieu qui offre des moyens qui permettent de servir une ambition, une exigence du projet, mais avec la possibilité de douter, d'ajuster et de recommencer, sans jamais rien prendre pour acquis, ni jamais se reposer dans une vérité figée. Est-ce votre endroit idéal aujourd'hui et demain, ou n'excluez-vous pas un retour à un moment ou à un autre en France ou ailleurs d'ailleurs, mais pour aller où ? Surtout après le Festival d'Avignon et sa puissance symbolique. Je crois que le théâtre des Vidi est un lieu assez extraordinaire où effectivement c'est un théâtre de création, c'est un théâtre de production, donc c'est un théâtre où on peut chercher, où on peut expérimenter, où on peut inventer le théâtre d'aujourd'hui et de demain. Tout en ayant la possibilité de partager ça avec un large public. Et cette équation-là, moi, je trouve elle est vraiment passionnante pour transformer un lieu, que ce soit dans ses enjeux artistiques, esthétiques, et transformer un lieu aussi pour qu'il reste un outil performant pour les artistes comme pour le public. Ça prend du temps. Donc là, on est au milieu des travaux, on va retrouver un équipement qui est assez idéal pour la création et pour le lien au public à l'automne 2022. Donc avec l'équipe qui m'accompagne, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, avec Sophie Mercier à la direction administrative, avec Christian Villemar à la direction technique, avec Caroline Barneau à la direction des projets artistiques, avec Astrid Lavanderos à la direction des publics et de la communication, avec Éric Vautrin à la dramaturgie et avec l'ensemble de l'équipe du théâtre. On est en ce moment mobilisé à quels sont les enjeux de cette réouverture. Un nouveau théâtre dans un contexte que j'espère post-pandémie, avec tous les enjeux politiques, écologiques, comment imaginer un théâtre durable pour demain. C'est une aventure absolument passionnante et l'idée là, c'est vraiment de profiter de cet outil-là pour essayer d'inventer ce théâtre de demain. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, et merci de votre écoute. Somebody there makes us want to drink the river, or that big cotton tree, or the ground. We stood there by that little river, Alias. Somebody wants to thirst us. Alias was never real. I was never real.
Try to understand. Somebody there makes us want to drink the river. Somebody wants to thirst us. Try to understand. Try to understand. Try to understand.